Madame, Monsieur, bonsoir. Zoom dans cet épisode de Questions d'actu sur le narratif de la politique étrangère et la prise de décision. Quelle contribution des groupes de réflexion, communément appelés think tanks? L'occasion de mettre en lumière le paysage des think tanks marocains qui travaillent sur les questions de politique étrangère notamment. Il y a principalement, il faut le rappeler peut-être pour planter le décor, 3 formes institutionnelles de think tank dans le monde. Il y a les groupes de réflexion adossés à des institutions académiques et universitaires, les groupes de réflexion privés et ceux parrainés par l'État. Aux États-Unis, par exemple, les groupes de réflexion sont traditionnellement considérés comme des organisations à but non lucratif, dotées d'une indépendance organisationnelle et dont le but est d'influencer l'élaboration de politiques publiques. Tandis qu'en Europe, bien les think tanks, notamment ceux travaillant sur les questions de politique étrangère, sont souvent liés aux institutions étatiques et ou aux partis politiques. Qu'en est-il pour le Maroc? Quelle est la contribution des groupes de réflexion existants dans l'éclairage des choix stratégiques du royaume? Dans un message adressé, c'était en 2013, à la première conférence des ambassadeurs de Sa Majesté le Roi, le souverain avait invité le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération à disposer des analyses et des outils conceptuels nécessaires pour assimiler et mieux anticiper les transformations accélérées que connaît le monde. Je cite Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nous invitons le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a tiré parti des expertises et des compétences dont dispose l'Institut royal des études stratégiques, et ce, au mieux des intérêts nationaux. Fin de la citation royale. L'IRES n'est pas un exemple unique, puisqu'une nouvelle génération de think tanks a vu le jour. Alors, quelle est leur vision de leur mission de réflexion prospective en vue d'éclairer la prise de décision? Nous leur posons la question ce soir. Nous avons avec nous le plaisir d'accueillir le fondateur et président du groupe de réflexion et d'analyse diplomatique Le Grad, Abdelatif Bendahan. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau de Questions d'actu. Merci pour l'invitation. Voilà. Se joint avec nous aussi Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bonsoir, professeur Chagnolot. Merci de vous joindre à nous depuis Paris. Et un autre think tank marocain, jeune think tank marocain, est représenté ce soir aussi dans cette émission. Il s'agit du think tank Nej Maroc, qui est un centre marocain de recherche sur la globalisation. Son président est avec nous, Mohamed Badil Yatioui. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter et de pousser la réflexion sur ces groupes de réflexion, donc ces think tanks. Aujourd'hui, quelle est l'utilité d'un think tank, M. Bendahan? Vous l'avez dit en répétant ce qu'avait dit Sa Majesté le Roi en 2013, c'est d'être une assise pour l'officiel dans le domaine des relations internationales et dans le domaine de la diplomatie. Je voudrais profiter à ce moment-là pour vous dire, nous, le GRAD, le groupe de réflexion et d'analyse diplomatique, il est composé que d'ambassadeurs, d'anciens ambassadeurs et d'anciens directeurs. Donc cela veut dire, personne ne peut nous dire « Ah, vous ne savez pas, ah, vous savez ». Vous êtes vous-même ancien directeur central au ministère des Affaires étrangères. Exactement. En fait, diplomate un jour, le travail de diplomate ne s'arrête donc jamais. Jamais. Nous, on ne vole pas, mais on s'assimile un peu aux militaires en disant que nous aussi, nous sommes des diplomates de réserve. C'est-à-dire que le ministère, s'il a besoin de nous, de certains de mes confrères, ils peuvent l'appeler et ils peuvent le charger même de missions à travers le monde. Donc voilà. L'utilité, c'est une complémentarité du travail de la diplomatie actuelle. Elle est complémentaire dans la mesure où les institutions officielles, parce qu'en diplomatie dans tous les pays, il y a plusieurs institutions qui s'occupent de la diplomatie. Si elle est demandée par les institutions officielles, parallèlement à cela, nous, on peut constituer une cellule de veille. On peut aussi défendre l'image du Royaume du Maroc à l'étranger. On peut attirer l'attention, mais à titre purement amical, les institutions chargées de la diplomatie sur telle ou telle chose. Vous faites la veille, en fait, parce que c'est aussi, ça le travail aussi. On fait la veille. Et puis, on a le temps, on est tous retraités, on a le temps, enfin pas moi, parce que je fais autre chose à côté de ça, on a le temps de regarder
les réseaux sociaux. On a le temps de discuter avec des diplomates accrédités à Rabat ou ailleurs, parce que nous avons tous été aux responsabilités du ministère, on a gardé quand même un réseau. On a gardé des contacts. On peut appeler un ministre, on peut appeler même, pour moi, enfin, en ce qui me concerne, j'étais pendant 8 ans directeur des affaires africaines. J'ai eu un capital de réseau à travers l'Afrique très très important. Rien ne me gêne d'appeler même un chef d'État que j'ai connu pendant l'exercice de mes fonctions de directeur. Et je peux lui demander son avis, comme je peux lui dire, s'il te plaît, je voudrais bien aller rencontrer tel chef d'État que je ne connais pas, qui est venu après que moi je sois sorti de la diplomatie marocaine. Alors, Mohamed Badili Atiwi, je vais vous poser un peu la même question aujourd'hui sur cette nouvelle génération de think tanks marocains. Parce que les think tanks existaient déjà, pour ne citer que l'Institut royal des études stratégiques qui a été évoqué par le souverain dans ce message adressé en 2013 aux participants à cette réunion importante sur la conférence des ambassadeurs de Sa Majesté le Roi. Cette nouvelle génération, qu'apporte-t-elle comme vision, comme appréhension de ce travail de réflexion? Alors, ce qui est intéressant, et merci pour cette question, et comme l'a très bien dit M. Bendahan, c'est qu'en fait, on a à la fois des think tanks avec des anciens diplomates qui apportent leur expérience et on va dire, leur vision concrète de la diplomatie. Et vous avez des think tanks qui sont plus jeunes, comme Neige Maroc, et il y en a d'autres. Et ce qui est positif, c'est qu'on voit une forme d'effervescence qui existe avec des gens plus ou moins jeunes, plus ou moins expérimentés, certains qui viennent du monde de la recherche universitaire, d'autres qui sont des praticiens. Et finalement, c'est quelque chose, je pense, qui est positif, puisque dans l'ensemble, jeunes ou moins jeunes, ils apportent une vision qui est, on va dire, complémentaire de celle de la diplomatie traditionnelle et qui permettent à l'État, finalement, d'élaborer une politique étrangère qui est le plus, on va dire, ambitieuse possible, mais aussi la plus novatrice, c'est-à-dire sortir un peu de la vision, on va dire, traditionnelle et des solutions toutes faites, et essayer de proposer d'autres visions, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Et ensuite, bien entendu, ceux qui sont en charge de l'élaboration de la politique étrangère choisissent ce qui les intéresse ou pas là-dedans, mais ça permet une certaine réflexion de se mettre en place, une certaine réflexion aussi de se développer et puis avoir aussi des débats. Nous, par exemple, à Neige Maroc, on produit une revue qui est publiée chaque semestre. On organise des événements qui sont très souvent en ligne, mais parfois en présentiel. Et nous, par exemple, on est né à la base au Mexique. Moi, à l'époque, j'étais enseignant-chercheur au Mexique. L'aventure a commencé comme ça. On avait des gens qui étaient en France, d'autres qui étaient au Maroc, d'autres qui étaient en Espagne, au Canada, etc. Et tous avec la volonté, en fait, de faire avancer certaines idées de la politique étrangère du Maroc, une certaine ambition. Et on est très content de voir qu'il y a de plus en plus de think tanks aussi qui le font, chacun à leur manière. Et je pense que c'est quelque chose de positif, parce que quand on voit dans les pays qui ont une politique étrangère, on va dire solide, professionnelle et très, très, très avancée, très ambitieuse, sont des pays en général où, à côté de l'État et à côté des outils traditionnels de l'État pour élaborer une politique étrangère, on a des think tanks qui, chacun sur des thématiques plus ou moins précises, ou bien sûr avec des visions plus ou moins précises et des expertises différentes, apportent aussi cette espèce d'outil d'aide à la décision. Et ensuite, l'État pioche ce qui l'intéresse. Et c'est quelque chose dont le Maroc va avoir besoin, vu la complexité des enjeux dans les prochaines années et dans les prochaines décennies, avec une globalisation qui est de plus en plus complexe et qui devient de plus en plus fragmentée, avec des crises qui s'enchaînent sur le plan international, que ce soit des crises sanitaires ou bien des crises sécuritaires ou même des crises politiques. Donc, on va avoir besoin de plusieurs visions, des visions qui se doivent d'être innovantes et qui doivent aussi sortir des sentiers battus avec tous les acteurs, comme je le disais, à la fois du monde de la recherche ou bien du monde des praticiens diplomates ou autres. Ou autre société civile aussi, ce serait bien qu'on en parle aussi du rôle de la société civile et du rôle de think tank comme pont entre la société civile
et ceux qui prennent les décisions. Mais avant, on associe souvent, professeur Chaniolo, les think tanks à ce concept d'influence, même s'il a été tellement galvaudé ces dernières années qu'il en perd de son essence. Où s'arrête, où dirais-je, où commence l'influence et où s'arrête la confluence quand on parle de think tank? Oui, je crois. Vous savez, il faut remettre ça dans un contexte global, c'est-à-dire que en France, c'est le pays dont je vais parler, évidemment, il n'y a pas de culture véritablement des think tanks. Il y en a, bien entendu, mais c'est très différent de ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon ou ailleurs. En fait, l'idée de l'IREMO, qui a maintenant une quinzaine d'années d'expérience et de vie, en fait, c'était que d'un côté, il y avait l'université, des chercheurs, et de l'autre, il y avait les institutions de l'État. Et ce qui est très caractéristique de notre culture en France, c'est qu'il y a une séparation entre les deux. Bien entendu, individuellement, il y a des contacts multiples, mais il n'y a pas vraiment de pont entre ce que produit l'université comme connaissance et ce que fait l'État, en l'occurrence, disons, les affaires étrangères, sur des sujets qui sont travaillés par les universitaires. Donc l'IREMO, avec quelques autres, évidemment, il n'y a pas que nous, bien entendu, mais nous, on est spécialisés sur la Méditerranée, et l'idée, c'était justement de faire en sorte que la recherche et les réflexions qui sont celles qui ont lieu dans l'université puissent passer dans les milieux institutionnels de l'État, sous différentes formes, mais pas seulement dans l'État, mais aussi, l'idée, c'est qu'on veut faire passer des idées, et on veut les faire passer dans la société. C'est-à-dire que l'université aussi en France, comme dans beaucoup d'endroits, a peut-être tendance un peu à être un peu trop souvent sur elle-même. On s'occupe de nos étudiants, mais on ne va pas au-delà. C'est déjà considérable de s'occuper des étudiants, évidemment, c'est même fondamental, c'est notre métier, le cœur du métier, mais on veut aller plus loin dans la société civile. Et donc l'IREMO a cette double vocation, en quelque sorte. On parle aux institutionnels. Est-ce qu'ils vous écoutent ? Est-ce qu'il y a cette capacité d'écoute aujourd'hui de l'État français? Parce que vous avez bien fait de rappeler qu'effectivement, c'est un phénomène nouveau, les think tanks en Europe, parce que c'est un concept totalement anglo-saxon qui s'européanise, si je puis me permettre le mot. Donc c'est récent, c'est nouveau, mais est-ce que vous pensez que l'État français n'écoute pas assez ces réflexions-là qui sont menées par ces instituts, dont celui que vous présidez? Vous savez là, il faudrait partir d'une autre manière pour vous répondre, c'est-à-dire la question de la décision. Quel est le décideur en matière de politique étrangère aujourd'hui? Et ce n'est pas nouveau dans la France de ces dernières années, de la Ve République même. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Le ministère des Affaires Après, étrangères... Après, il est conseiller, ce président de la République, il y a une cellule diplomatique autour du président, c'est quelques personnes finalement, mais c'est eux qui prennent les décisions fondamentales et les orientations. Et c'est le président qui tranche. Et puis, il y a le ministère des Affaires étrangères et puis d'autres services comme extérieurs, notamment le ministère de la Défense, mais fondamentalement, ça se passe à l'Élysée. Donc, le poids d'un think tank est assez dérisoire. Mais par contre, on a des contacts fréquents et puis on nourrit un certain nombre de choses par les idées qu'on peut développer. Donc, est-ce qu'après, elles sont reprises ou pas? Nous sommes aujourd'hui dans un exemple très concret qui est ce qui se passe à Gaza. On travaille beaucoup sur cette question, on fournit des notes. Est-ce qu'elles sont lues? Est-ce qu'elles sont utilisées? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a beaucoup de contacts. Nous ne sommes pas simplement des universitaires à l'IREMO, il y a aussi beaucoup de diplomates. On est à la fois universitaires et diplomates, et c'est vrai que nos amis diplomates sont plus proches des institutions que nous. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'en dernière instance, c'est tout de même le président de la République qui décide. Et ça, évidemment, prétendre avoir une influence sur la décision du président de la République, ce serait un peu présomptueux. Je vais poser la même question à M. Bendahan, justement, qui veut prendre, peut-être qu'il veut réagir, mais je voudrais justement vous interpeller sur est-ce qu'il existe cette capacité d'écoute des décideurs marocains, des think tanks, des propositions, des recommandations des think tanks? Elle peut l'être. Si, par exemple, ces think tanks proposent quelque chose de correct et de convenable, elle peut l'être. Mais ce que je voulais vous dire, surtout en diplomatie, c'est très difficile. En diplomatie, le métier de diplomate, c'est un métier. On ne s'improvise pas diplomate. Et je vais vous faire une confidence qui va peut-être gêner certains de mes collègues actuels ou anciens. Lorsque, aux affaires étrangères, on apprenait, pour des considérations politiques, qu'un ambassadeur non du sérail
il vient d'un autre ministère ou il vient du privé, a été ambassadeur à tel autre. Non, je vous assure, ils ne réussissent pas convenablement. La diplomatie, c'est un métier, et un vrai métier. Et un problème diplomatique, c'est... Mais ça se posait, qu'est-ce qu'un diplomate? Est-ce que c'est quelqu'un qui a finalement évolué au sein de la diplomatie, qui est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération? Moi, je ne suis pas un diplomate d'école de diplomatie ou quoi que ce soit. Moi, je viens d'une école d'ingénieur et je modélise les problèmes diplomatiques. Je les modélise. Je leur donne une consonance mathématique. Et quand vous êtes devant un problème de mathématiques, pour le résoudre, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut les théorèmes, il vous faut les axiomes, il vous faut les définitions, et puis après, il y a la tête qui tourne, et là, vous résolvez le problème. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, qu'est-ce que vous résolvez? Ce qu'a écrit un autre. En diplomatie, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce que pense l'autre, votre adversaire, votre ennemi. C'est comme un problème de mathématiques. Et donc, vous résolvez avec les éléments. Et les éléments, c'est quoi? C'est l'information. Il faut avoir l'information. L'information, comment on peut l'avoir? Mes amis des think tanks, ils ont leurs possibilités, ils ont leur réseau. Mais le grade qui vient d'être né, nous, ça fait même pas un mois. On n'a même pas encore commencé. Et à peine un mois où l'on s'est retrouvés et on a créé ça. Chacun d'entre nous a un réseau. Il peut prendre son téléphone. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger, le lendemain matin, je connaissais celui qui l'a fait. J'avais tout. Donc j'avais tous les théorèmes, toutes les définitions, etc. Donc je pouvais faire une note en connaissance de cause. Et bien entendu, comme en France, comme beaucoup de pays, c'est le chef d'État qui est l'initiateur et qui donne les grandes lignes de la diplomatie d'un pays. Quelle pourrait être justement la politique étrangère du Maroc est guidée par instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Quelle pourrait être la valeur ajoutée d'un think tank dans la diplomatie marocaine? On réalise des notes, on fait de la veille, on est informé et on informe. Très bien. Là, je vous dis, le Niger, j'ai eu ces informations, je ne vais pas les garder pour moi, ça ne sert à rien. Je les ai données à l'institution qui pouvait l'utiliser et qui pouvait la porter à la connaissance de Sa Majesté. Aujourd'hui, les modes opératoires, finalement, du travail d'un think tank diffèrent. Quel est le vôtre et quelle est la cible du travail d'un think tank qui se focalise justement sur la globalisation, les tendances socio-économiques observées justement sur le royaume, mais aussi plus globalement sur le reste du continent? Quelles sont les bases de vos réflexions qui constituent aussi juste pour qu'on comprenne aussi la nuance qu'il y a entre différents think tanks made in Maroc, il faut le rappeler, des think tanks marocains. Oui. Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on fait en général, c'est, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une revue semestrielle, on a des réunions avec les membres du conseil scientifique, donc qui sont des universitaires aussi bien marocains qu'étrangers. Et en fait, on fait du brainstorming et on essaie de décider d'une thématique pour la revue suivante. Et ensuite, l'un d'entre nous décide de prendre un peu le leadership ou bien de confier à quelqu'un qu'il connaît, qui partage, on va dire, les valeurs qui sont celles du Maroc, bien sûr, et de la défense notamment de l'intégrité territoriale, qui est au cœur de notre projet, de mener à bien cette revue, c'est-à-dire de trouver des auteurs qui sont ou bien des membres de Neige Maroc ou des membres externes. D'ailleurs, certains sont devenus membres de Neige Maroc en ayant commencé en étant des auteurs externes. Et l'idée, c'est l'idée vraiment, c'est de mettre en place une réflexion et proposer aussi, c'est là pour ça qu'on parle d'outils d'aide à la décision, c'est-à-dire proposer une vision, proposer des solutions concrètes à des problématiques données. Et c'est pour ça que le think tank, en fait, il n'est pas dans la recherche pure. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et la plupart des think tanks le font aussi. Le professeur Chagnoul l'a très bien dit, il y a le monde de la recherche, c'est aussi le cas au Maroc, pas uniquement en France, où là on a des gens qui font de la recherche pure. Le think tank, lui, essaie d'apporter une aide qui permette aux praticiens, à ceux qui font ce qu'on appelle du policy making, d'avoir quelque part des solutions pour pouvoir ensuite prendre les décisions, faire les notes qu'il faut aux décideurs, dans le cas du Maroc, comment Sa Majesté le Roi, son cabinet,
ses conseillers et bien entendu le ministère des Affaires étrangères qui met tout ça en œuvre sous la conduite du ministre en charge des Affaires étrangères, donc en l'occurrence c'est Bourita depuis de nombreuses années. Mais l'idée en fait de Neige Maroc, comme de beaucoup de think tanks, c'est de proposer des solutions concrètes et comme je disais, des solutions innovantes. Donc il faut partir, il faut avoir des gens qui sont dans le monde de la recherche ou qui sont des praticiens qui travaillent sur les questions internationales aussi bien politiques. Quelle est la priorité aujourd'hui de ces questions? Vous avez parlé de l'intégrité territoriale, soit. Oui. Mais quelles sont aujourd'hui les priorités compte tenu des changements? Parce que c'est ça le travail aussi des think tanks, c'est d'accompagner les changements très très rapides de la géopolitique mondiale, qui est en mouvement constant et vraiment très très rapide ces derniers temps. Quelle est la valeur ajoutée de ces think tanks? Et plutôt la priorité, pardon. La priorité de ces think tanks. La priorité des think tanks, c'est qu'en fait, beaucoup de think tanks, au Maroc et aussi ailleurs, parfois ont été, si vous voulez, à la pointe. Si vous regardez ce qui se passait il y a plusieurs décennies maintenant, il y a 15-20 ans, vous avez des think tanks déjà, par exemple, aux États-Unis et ailleurs, qui parlaient des questions de changement climatique et de l'impact que ça allait avoir aussi bien sur les migrations que sur l'économie, etc. Donc, c'est des gens qui ont été un peu, si vous voulez, qui ont été prévoyants quelque part et qui ont anticipé certaines problématiques et qui ont permis ensuite aux appareils étatiques, quelquefois, si vous voulez, de se rattacher à ça et ensuite de pousser, on va dire, transformer la réflexion en action concrète. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Dans le cas du Maroc, il y a un certain nombre de questions qui sont importantes. J'ai cité l'intégrité territoriale, bien évidemment, mais il y a la question économique. Il y a la question du positionnement du Maroc d'un point de vue économique et commercial. La construction d'un espace géoéconomique qui est notamment lié à l'identité atlantique, qui est lié aussi au positionnement africain depuis de nombreuses décennies. Si vous prenez le cas de la façade atlantique... Du coup, est-ce qu'on a un positionnement vers justement, et vous connaissez bien cette région, par exemple, vers l'Amérique latine? Vers l'Amérique latine, oui. Si vous voulez, les think tanks marocains, et il faut être honnête et rendre à César ce qui appartient à César, on a le Policy Center for the New South qui est pendant longtemps écrit sur l'identité atlantique du royaume. Il y a un certain nombre de chercheurs qui, depuis de nombreuses années, qui sont des amis d'ailleurs, même si je ne fais pas partie du think tank, mais qui sont des amis et qui ont travaillé là-dessus, qui ont écrit là-dessus. Et je reste persuadé que finalement, leur réflexion a quelque part eu une influence, même indirecte, si vous voulez, sur le discours royal du mois de novembre. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de réflexions, ils ont écrit, ils ont produit des choses, ils ont organisé des colloques, des événements, etc. Et tout ça est arrivé à maturation. Et en fait, à un moment donné, le chef de l'État, Sa Majesté, prend la décision parce qu'il considère qu'il a un ensemble d'informations et que là, à ce moment-là, c'est le bon moment pour transformer, si vous voulez, ces idées-là en vision et bien sûr en politique publique qui ensuite vont être déclinées dans tout un tas de domaines. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un exemple très concret. Maintenant, la vraie question, je pense, pour le Maroc, c'est le positionnement géoéconomique. On voit que certains pays ont choisi de rejoindre les BRICS ou veulent les rejoindre, tentent de les rejoindre. Le Maroc, ce n'est pas son cas. Il y a des relations commerciales avec l'Europe qui sont très, très fortes, qui sont très importantes. Il y a des pays de l'Union européenne qui ont des problèmes économiques qui pourraient impacter le Maroc. Comment sortir de ça? Pourquoi pas la façade atlantique, l'Amérique latine, le Brésil et peut-être d'autres acteurs aussi, plus d'intégration africaine. Il y a tout un tas de choses qui se font. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à maturer. L'autre question, je pense aussi, qui est prioritaire, c'est le positionnement par rapport à l'intégration régionale. Ça, on le voit, c'est quelque chose que les think tanks aiment beaucoup. Et ça, partout dans le monde, la question de l'intégration régionale. Comment s'intégrer, avec qui s'intégrer, pourquoi s'intégrer? Quel type d'objectifs, quel type de valeurs on partage à l'échelle régionale. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour un pays comme le Maroc, qui est un pays qui a multiplié les partenariats et qui a multiplié aussi, quelque part, les partenariats et les traités d'amitié avec tout un tas de pays. Donc ça, c'est important de le mettre en œuvre et essayer de voir plus loin, sur 10, 20, 30 ans, comment tout cela peut arriver à des projets concrets et à des projets, on va dire, gagnant-gagnant, win-win. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, peut-être rappeler aussi la naissance des think tanks, c'était post-Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi à cause de la baisse de l'influence
de l'Empire britannique, rattrapé par les Américains. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il existe plus de 2200 groupes de réflexion aux États-Unis. C'est plus de 2 fois ce qu'il y avait comme think tank dans les années 80, donc clairement une tradition anglo-saxonne qui s'est européanisée, comme je disais tout à l'heure. Dans cette guerre de l'influence, Jean-Paul Chagnolot, où se positionne l'Europe en sachant que, eh bien, il y a de nouveaux intrants, il y a l'émergence des think tanks chinois, des think tanks russes, qui travaillent aussi dans la prise de décision, notamment de politique étrangère de leurs pays respectifs, mais aussi qui travaillent comme outil d'influence dans certaines zones, dans certaines régions, notamment l'Afrique, mais aussi, je disais tout à l'heure, l'Amérique latine, et maintenant le Moyen-Orient, avec la Chine qui se tient comme intermédiaire et comme médiateur, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Vous savez, là encore, vous avez raison de souligner tous ces exemples et toutes ces questions, elles sont majeures, vous avez raison. Mais en même temps, chaque think tank a une vocation un peu singulière. Oui. Et en ce qui nous concerne, je n'ai pas ces vues planétaires, aussi importantes soient-elles. Notre réflexion à nous, à l'IREMO, elle est plutôt centrée sur la relation que la France, que l'Europe peut avoir avec la Méditerranée et les pays méditerranéens. Je crois que c'est ça notre cœur de métier, si je puis dire. Et il y a une histoire si chargée entre l'Europe et le sud de la Méditerranée qu'il y a beaucoup d'idées reçues et ça empêche souvent de comprendre un certain nombre de questions qui peuvent toucher le Maroc, le Maghreb, le Moyen-Orient. Et je crois que notre travail, et quelqu'un évoquait tout à l'heure les chercheurs, notre travail, c'est essayer de montrer toujours un peu la complexité en simplifiant les choses. Il ne s'agit pas simplement de répéter comme un mantra, comme une mantra, c'est complexe. Non, mais essayer de montrer les difficultés d'un problème et non pas qu'il soit réduit à une idée reçue qui est souvent schématique, dogmatique et qui, au fond, interdit ou plombe toute forme de connaissance et de réflexion. C'est ça, vraiment, pour nous, notre... Mais par exemple, sur l'Afrique, vous avez vu venir l'influence russe, notamment dans les pays du Sahel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé au sein de votre think tank? Non, parce qu'une fois encore, le champ de notre action, elle est plus liée au monde arabe, à la Méditerranée. Le sigle même de l'IREMO, c'est Méditerranée, Moyen-Orient. Moyen-Orient, oui. Une conception très large de la Méditerranée, mais elle s'arrête quand même au Sahel, on va dire, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'évidemment, les questions qui sont posées au Sahel ont un impact sur les pays riverains, et donc quelque part sur les pays méditerranéens. Mais je répète, ce qui nous paraît très important ici, c'est d'essayer de montrer l'importance de nos relations avec notre Sud immédiat et essayer de déconstruire autant que c'est possible la multitude des idées reçues qui plombent en fait toute réflexion sérieuse sur beaucoup de sujets. Je prenais encore l'exemple tout à l'heure, j'y reviens, mais cette tragédie qui a lieu en ce moment à Gaza, il y a beaucoup de discours un peu dominants en France et en Europe d'ailleurs, qui résument ça à quelques schémas qui, à notre avis, ne sont pas pertinents pour les comprendre et surtout encore moins pour appréhender la suite. Donc le boulot de l'IREMO, c'est justement d'essayer par des débats, par des notes, par des revues, on a une revue, enfin bref, par mille moyens, d'essayer de montrer, en faisant appel aux spécialistes et aux chercheurs et à des diplomates, montrer justement la complexité de ces questions. Et par exemple, la complexité de Gaza. Gaza, c'est pas simplement une séquence qui a surgi depuis quelques mois, ça s'inscrit dans une longue histoire complexe de la relation entre Israéliens et Palestiniens, dans un Moyen-Orient qui a lui aussi une histoire très complexe et lourde de drames. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Et on le fait effectivement à l'égard de nos décideurs, bien entendu, car quelquefois ils ont tendance un peu à se replier sur des idées simples, mais aussi auprès de la société civile, l'opinion publique. Et on se sert beaucoup, comme tout le monde, comme tous les think tanks évidemment, des réseaux sociaux, d'Internet, ce qui fait qu'on touche des centaines de milliers de personnes. Dès qu'on a le moindre débat qu'on fait, on en fait au moins 1 ou 2 par semaine, ça touche des milliers de personnes via Internet. Donc c'est comme ça qu'on essaie de travailler un peu la réflexion. Et donc vous voyez, c'est quelque chose qui est dans notre
périmètre, c'est quand même déjà beaucoup d'essayer de se préoccuper de ça. Et donc, je suis effectivement pas directement concerné par les thèmes que vous avez évoqués, même si, évidemment, ils sont fondamentaux. Mais je laisse ça à d'autres acteurs. Nous avons Après, il y a l'effet papillon, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe peut-être à N'Djamena risque d'affecter une région ou une autre de France. La question aussi qui se pose par rapport à cela, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on doit juste se limiter à une région ou avoir le wider, ou en tout cas d'avoir une idée, une image beaucoup plus globale afin de mieux appréhender les risques et les enjeux afférents à telle ou telle région. Mais soit, je vais peut-être... Oui, c'est Vous venez de toucher à quelque chose d'extraordinaire. Vous avez dit, est-ce que le think tank doit voir venir, est-ce qu'il doit chercher à voir venir de loin un événement? Excellent, c'est ça. Et non seulement il doit prévenir, c'est la veille. Oui. Scientifiquement, c'est la veille. C'est un système d'équation où il a l'apport. Il doit voir, il doit le voir à partir d'éléments. Si moi, demain, je raconte ce que raconte Internet au ministre de l'État, il va me dire, écoute, je suis désolé. Mais en revanche, si je lui dis, attention, dans une semaine, il va y avoir un coup d'État à tel endroit. Et voilà qui est derrière. Voilà qui n'est pas derrière. Et voilà de globaliser. Ça va toucher tel pays, tel pays, tel pays. Parce qu'il y a tels événements. Et tout ça, c'est l'information. Et je vais la chercher. Oui. Je vais chercher l'information pour répondre On ne va pas vous demander comment vous cherchez vos informations. Non, hein. non. Ne me demandez jamais comment, ni qui me les a données. Non, ça c'est personnel. Mais ce sont des informations sûres. Sinon, je ne... non, il y va de ma crédibilité. Oui. Il y va de ma crédibilité. Lorsque j'étais aux affaires étrangères avec mes collègues, je leur dis, écoutez, dites-moi, je sais que je vous gêne, dites-moi quand j'ai fauté. Dites-moi quand j'ai fauté. Toutes les décisions que j'avais prises, que j'ai écrites, dont je vous ai fait part, dites-moi quand j'ai... Mais j'étais très, très, très bien informé, jusqu'à présent. Sur le dossier Sahara, sur le dossier Maroc. Quelle est la priorité aujourd'hui du GRAD? Tout ce qui bouge en relations internationales. Et l'image du Maroc à l'étranger. Vous me posez une question à Paris, je ne vais pas me débiner. Monsieur Bendahan, vous êtes... Oui, qu'est-ce que vous voulez? Pardon? Vous avez donné de l'argent à des lobbyistes? Asseyez-vous. Ces lobbyistes, les voilà. C'est X, Y. Ils sont inscrits dans votre ministère de la Justice. Et ils font ce travail, ils sont payés pour ça. Moi, je n'ai pas donné de l'argent. Moi, je n'achète pas. Je n'achète pas les images de mon pays. Je les achète en disant à mes confrères, à mes amis ou frères marocains, arrangez vos routes, arrangez vos hôtels, recevez bien les gens, ne mentez pas. Ça c'est le travail intra. Mais à l'étranger, non. Non. Et c'est pas vous qui allez me faire peur en me tendant votre micro. Si... C'est pas le but, hein. Oui. Mais non, je vous dis. Ce qui reste quand même un peu flou aussi. La question. Oui, par exemple, si on voit les sources de financement des think tanks, par exemple, à l'étranger, si on prend l'exemple américain, parce que bon, c'est les plus anciens, hein, c'est les plus historiques, c'est la philanthropie. Écoutez, on peut moi, valeur aujourd'hui, on n'a rien, parce qu'on vient de commencer. Oui. On vient de commencer. Et on se propose, dans nos travaux, on peut faire des travaux sur commande. Vous pouvez, vous, ministère des Affaires étrangères, ou toute autre institution, me poser la question, comment puis-je améliorer mon image sur tel ou tel dossier? Faites-moi une proposition. Je vais vous dire, je dois aller avec mon think tank, avec des académiciens, parce qu'on a des relations avec eux, qui vont savoir parler, qui vont savoir passer des messages. Avec ces gens-là, nous allons faire un séminaire à Paris, ou à Bruxelles, ou en Hollande, ou bien à Londres. On va le faire. Ils vont payer. Vous voyez, nous avons des... Ça maintient aussi une certaine indépendance aussi. Ah oui. Parce qu'il est important qu'un groupe de réflexion mène sa réflexion en toute indépendance. Et c'est là où, justement, le système américain peut être biaisé dans le sens où chaque philanthrope, il sert tel ou tel agenda, donc le travail du think tank n'est pas complètement indépendant. Depuis 20 ans maintenant, on est à la conquête du continent africain.
la coopération sud-sud. Okay. Donc, on propose nos expériences à Tijari Wafa Bank, à la Banque Populaire, à tous ces gens-là. S'ils ont des problèmes, au-delà de la diplomatie, on peut faire de notes, on peut les aiguiller, on peut leur dire attention. On peut attirer leur attention. Bien sûr, soit on le fait gratuitement pour l'intérêt de notre pays, et on va le faire certainement, soit ils nous donnent les moyens pour pouvoir travailler. Et là, on va à la recherche de l'information que eux, ils ne peuvent pas avoir. Et comme au ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions, il y a des informations qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils ne peuvent pas, oui, ça arrive. Nous, on a tous ces ambassadeurs, ils n'ont pas été qu'ambassadeurs. Ils ont été secrétaires des Affaires étrangères, ils ont été conseillers, ils ont été ministres plénipotentiaires et enfin ambassadeurs. Pendant tout ce temps-là, ils ont tissé des relations. Tout à fait. Et ils peuvent, ici même au Maroc, les ambassadeurs qui sont avec moi, en ce moment, tous, ils ont des relations avec les ambassadeurs étrangers accrédités à Rabat. Et ils les invitent, et ils se confient à eux. Ils leur disent, écoutez, vous savez, nous, on a des problèmes avec ça, on a ceci, on a cela. Et ces ambassadeurs viennent au think tank, ils lui disent, et à partir de ce moment-là, soit on va décider de publier, quand ce n'est pas secret, ça ne touche pas aux intérêts du royaume, soit on le donne à l'institution qui est capable d'utiliser ces informations. Mohamed Badil Yatiwi, quel pouvoir d'influence ont les think tanks africains pour élargir encore plus le spectre, parce que vous couvrez aussi justement les questions africaines, pour peser sur les relations diplomatiques sur le continent et avec le reste du monde. On a évoqué tout à l'heure la question de la France, mais et je vais peut-être réitérer ma question que j'avais adressée au professeur Chaniolo à vous. Aujourd'hui, la Chine ne ménage aucun effort financier ou autre à créer des think tanks, à les soutenir. La Russie fait pareil. Je veux dire, et ça, c'est pas pour, peut-être pas pour, comment dirais-je, influencer la politique étrangère de chacun de ces pays, mais c'est pour aussi influencer d'autres politiques étrangères. Est-ce qu'on est prêt au niveau du continent aujourd'hui d'avoir d'abord une réalité, une conception réaliste aussi du travail d'un think tank, et sinon comment la créer au niveau de notre continent? Alors, il faut plusieurs choses. Il faut avoir une vision commune, il faut avoir aussi des mécanismes à la fois de financement et des mécanismes aussi, on va dire, institutionnels communs, ce qui existe au niveau africain, mais qui doit encore, on va dire, être approfondi. Il y a des questions qui continuent de diviser, il y a des visions qui peuvent être différentes sur un certain nombre de sujets, et justement des acteurs comme la Russie, la Chine, mais aussi d'autres acteurs peuvent essayer d'en tirer profit. Et vous l'avez très bien dit, par exemple, les Chinois investissent beaucoup d'argent à travers l'État avec un système qui est très particulier, le système politique chinois, donc tout est sous contrôle. Mais du côté américain, vous en parliez, vous avez les philanthropes, vous avez les think tanks partisans, vous avez tout un tas de structures et de financements divers et variés aux États-Unis, mais au final, la vision qui est défendue, quelle que soit la manière de la mettre en œuvre, c'est celle qui défend l'intérêt national des États-Unis. Donc la difficulté pour l'Afrique, c'est d'arriver à avoir un intérêt, on va dire, africain commun. Et ça, c'est la plus grande difficulté. Ce que, par exemple, font un certain nombre de think tanks marocains, et c'est ce que Neige Maroc s'évertue à faire, c'est d'essayer de défendre justement une vision spécifique pour l'Afrique, une vision sud-sud de coopération, notamment avec l'Amérique latine, puisque comme je l'ai dit, on a commencé depuis le Mexique quelque part, avec bien entendu des gens qui étaient au Maroc et ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à développer du mieux que faire se peut une vision africaine, avec tout un tas d'amis qui sont au conseil scientifique, qui sont des collaborateurs réguliers de Neige Maroc, de la revue ou bien de nos événements, qui sont des Africains qui sont sur des positions, on va dire, communes à celles de la politique étrangère marocaine, et qui sont d'accord avec les valeurs qui sont promues par la diplomatie marocaine. Mais ça, vous savez, c'est très difficile à mettre en place au niveau de tous les pays africains, puisque malheureusement, il y a encore un certain nombre de pays qui peuvent avoir des positions qui sont contraires aux intérêts stratégiques du royaume. Donc tout ça est difficile à mettre en œuvre. Et quand vous voyez même en Europe,
on voit au sein de l'Union européenne qu'il y a des think tanks qui sont avec des visions maintenant de plus en plus, on va dire, différentes. Vous avez des think tanks souverainistes, vous avez des think tanks, on va dire, fédéralistes. Voilà, mais oui, il y a cette connotation politique. En fait, quand je dis politique, c'est de parti politique ou d'appartenance politique qui peut-être pourrait un peu influencer le travail des think tanks en Europe parce que c'est aussi un peu leur business model. Enfin, je veux dire, ils sont appuyés par tel ou tel parti politique. Et là encore, c'est une question de financement. D'où ma question tout à l'heure à Sim Dahan. C'est-à-dire qu'elle est très importante si on veut vraiment maintenir cette indépendance du travail du think tank qui, au final, est censé justement fournir des analyses et des réflexions qui soient objective et focus sur tel ou tel élément de l'analyse, ou en tout cas l'objet de cette analyse. L'un des grands problèmes pour tous les think tanks, finalement, ça reste la question du financement. Qui vous finance, pourquoi il vous finance, et qu'est-ce que vous faites de cet argent, en fait. Pourquoi est-ce que vous créez un think tank? Les gens qui sont sur le plateau ou qui sont depuis Paris sont des gens sérieux. Donc, c'est des gens qui ont créé des think tanks pour pouvoir, quelque part, produire, on va dire, de la littérature, si vous permettez l'expression, pour permettre ensuite aux décisionnaires d'être influencés plus ou moins. Le professeur Chagnol nous a dit qu'il doutait, vu le système décisionnel français de la Ve République, de l'influence qu'on pouvait avoir sur la cellule diplomatique de l'Élysée. Mais au moins, on essaye de pousser des idées à l'IREMO. Moi, je les lis avec plaisir. Souvent, je regarde aussi leurs vidéos. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent se faire, mais la question du financement reste quand même une question centrale, puisque si vous voulez faire ça comme un business quelconque, c'est sûr que votre crédibilité va vite en prendre un coup, puisque c'est plus qu'un business. Vous devez aussi avoir un certain modèle et aussi certaines valeurs que vous essayez aussi de transmettre, et puis une vision. Ça peut être sud-sud, ça peut être défendre tel ou tel, je sais pas moi, le changement climatique, etc. Tout dépend, mais au moins il faut avoir une vision qui est claire. Nous, on s'est appelé Neige Maroc, Centre marocain de recherche sur la globalisation, parce qu'on voulait aider quelque part le Maroc. Est-ce qu'on aide à travers le narratif ou à travers justement l'aide à la prise de décision? Parce que là, c'est deux rôles différents des think tanks aussi. C'est-à-dire, c'est développer le narratif et le plaidoyer, mais aussi il s'agit, n'est-ce pas, de porter telle ou telle question sur l'influence, ou en tout cas peut-être l'orientation de la prise de décision finale. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez un narratif et vous avez des valeurs que vous mettez en avant en tant que think tank quand vous créez votre structure. Et ensuite, bien entendu, la qualité de vos rapports, la qualité de vos notes, la qualité de vos articles, la qualité des événements que vous allez organiser va vous donner une forme de crédibilité. Et ensuite, les décideurs, quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie, puisqu'ils sont les décideurs, font appel à vous. Et à ce moment-là, ils vous disent, en fonction de votre expertise et en fonction de votre angle, vous êtes les personnes, Neige Maroc ou autres, pour nous aider sur tel ou tel aspect. Et à ce moment-là, vous pouvez bien évidemment faire des notes, vous pouvez produire des rapports, vous pouvez produire des choses qui sont très concrètes, qui vont permettre d'aider à la décision. Et là, on passe vraiment de la recherche fondamentale, ce que je disais tout à l'heure, au policy making. Donc, on est dans cette espèce d'entre-deux. Il y a ceux qui font le policy making, qui sont les diplomates du ministère des Affaires étrangères. Vous avez ceux qui prennent les décisions dans le système marocain, c'est Sa Majesté le Roi et son cabinet, bien entendu, qui l'aide au quotidien là-dessus pour avoir un maximum d'informations avant qu'il puisse trancher. Et puis, vous avez ceux qu'on sollicite, si on en a besoin, qui sont les think tanks et qui sont quelque part cet outil d'aide à la décision. Alors l'aide à la décision ne se limite pas à la diplomatie. On a pris l'exemple de la diplomatie parce que c'est un peu le point en commun de vos spécialités, si je puis me permettre. Mais il s'agit aussi de think tanks qui peuvent aider à améliorer le système de santé, le système éducatif, les finances publiques, et j'en passe. Je veux dire, là, vraiment, pour que... juste, c'était pour clarifier. Oui, Abdelhateb Dahan. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. Au sujet de l'argent, moi, je peux vous assurer que les ambassadeurs et les directeurs qui sont avec nous, dans le groupe, ils ne demandent ni salaire, ni rien du tout. À partir du moment où ces gens-là, ces acteurs souhaitent de l'argent,
pouvez fermer la boutique. Maintenant, on se propose, on fournit, on délivre. Si demain vous me dites, vous, à Midi 1 TV, Monsieur Bendahan, je veux m'installer dans tel ou tel endroit, je veux dire, ok, très très bien, ça, vous faites un appel d'offres, et moi je vais soumissionner, et je vais. Et c'est avec ça qu'on peut. Mais on peut vivre sans. Pour le moment, on peut vivre sans. Les anciens ambassadeurs sont payés, pas assez bien payés, mais ils sont payés, ils ne demandent rien, ils ne se rouleront pas par terre. Ils ont tous leur dignité. Ils étaient tous dans de grandes ambassades. Ils ne vont pas se rouler par terre pour demander à telle ou telle institution donnez-nous de l'argent. Non. On a notre indépendance. Et on a nos forces. On a certainement nos faiblesses. Mais là, aujourd'hui, puisqu'on a tout focalisé sur la diplomatie, et comme vous l'avez dit, on peut s'intéresser à d'autres sujets. Alors, sur les autres sujets, et là, la question, elle est fondamentale, Si Bendahan, c'est le rôle de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui, sauf que vous, je vous laisse finir. Sauf que nous, on est un peu liés. Groupe de réflexion et d'analyse diplomatique. Oui. Mais tout ce qui est hors diplomatie, mais qui touche à la diplomatie, je suis preneur. Raison de plus, si on parle de la société civile, je ne parle pas que de la société civile marocaine. Quand on voit qu'il y a des rapports que telle ou telle association dans tel ou tel pays attaque ou critique à tort ou à raison telle ou telle politique au Maroc, est-ce que ce n'est pas votre rôle aussi d'être l'interlocuteur de cette non, pas l'interlocuteur de cette ONG. Non, je suis pas l'interlocuteur. Non, j'irai voir je me mettrai dans son chemin pour lui expliquer la réalité. Je ne me cacherai pas. S'il me tend le micro, je lui répondrai. D'accord ? Tout à l'heure, je voulais vous dire, vous avez parlé de l'existence des Russes et des Chinois. Oui. Les Russes et les Chinois, ils étaient présents en Afrique avant la chute du mur. Quand il y avait les deux blocs. Les deux blocs, absolument. Aujourd'hui, ils ne sont pas les... Aujourd'hui, ils viennent prendre la place de la France, de Paris, qui n'a pas su changer de logiciel. La France est restée avec un logiciel complètement vétuste. On leur a dit, dans tous les domaines, dans le renseignement, dans l'économique, dans le financier, dans tout. On leur a dit, vous devez changer de logiciel. Une fois à l'IFRI, vous devez connaître, l'Institut français des relations internationales, les Allemands, ils sont venus, moi j'étais présent, et ils ont dit, nous sommes là pour accrocher nos wagons à la France pour aller travailler en Afrique. J'ai dit, c'est la plus grosse erreur que vous allez commettre. Et j'étais à Paris, devant des ministres, des anciens ministres. J'ai dit, mais ça ne va pas. Ça fait 10 ans. J'ai dit, ils sont en train d'échouer. Il faut qu'ils se réveillent. C'est fini. C'est fini. C'était avant même les deux mandats du président Macron. Hein. Ah oui. Ça ne se limite pas qu'à ces mandats du président français. Non, Macron, ça a été plus grave encore. Oui, ça a précipité un peu peut-être les choses aussi. Ceux qui ont fait de la bonne coopération économique, financière, culturelle, militaire, le Maroc est devenu le Saint-Cyr de l'Afrique. Allez voir où est-ce qu'ils vont s'entraîner, où ils vont étudier les militaires. Ils viennent au Maroc dans les différentes académies. Vous voyez ? Et on le fait très très bien. Le roi avait dit développement, la coopération sud-sud. Quand il veut qu'un thème se développe, il faut aller là-bas, télécommunications, l'aérien, les banques. Et on le fait maintenant. Et là, je vais toucher à quelque chose où certains de mes amis ne vont pas apprécier. Sa Majesté a fait plusieurs voyages. Il a amené avec lui dans son avion, plusieurs hommes d'affaires. Et ils sont partis. Ils ont signé des accords, ils ont signé des projets. Et ils ne les ont pas réalisés. Sa Majesté a donné des instructions aux différents ministres des Affaires étrangères pour leur dire « Réunissez-vous ces gens ». Ils sont venus avec moi. Ils se sont engagés qu'ils aillent réaliser leurs projets. Parmi eux, même certaines institutions étatiques. Et les choses ont commencé à bouger. Alors, s'il vous plaît, hommes d'affaires, la CGM, les institutions, quand ils partent avec Sa Majesté pour investir, quand il leur dit... Plus de 40 visites dans des pays africains. On va le faire. Oui, en 20 ans. Faites-le. Ou bien restez chez vous. N'y allez pas. Dites, nous n'avons pas de projet. Oui. Nous n'allons pas partir. Mais quand vous partez avec la plus haute autorité, faites-le. Vous signez, vous réalisez.
Il y va de l'image du Maroc et il y va d'une politique extraordinaire. Mais tout le monde veut le modèle marocain. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Ça, les gens ne veulent pas l'admettre. Mais plusieurs pays, ils disent « Mais comment vous faites pour essayer vous êtes dans la télécommunication, vous êtes dans ceci, ça. » Qu'est-ce qu'on a créé au Maroc? Une plateforme pour l'Afrique qui s'appelle Casa Finance City. C'est extraordinaire. Ils ont plusieurs membres. Ils ont construit un superbe immeuble à Casablanca. Et c'est une plateforme pour l'Afrique. Un hub, oui. Ils viennent là-bas, ils ont des bureaux, ils bénéficient des avantages fiscaux dont le Maroc bénéficie, et ils sont très très bien. Voilà. Dernière question, Jean-Paul Chagnolot. Quelle coopération entre les différents think tanks pour adresser certaines problématiques communes? Pour terminer. Ça dépend vraiment des sujets et des moments. Mais il y a, disons, une concertation assez régulière avec un certain nombre de collègues dans les think tanks qui sont proches de nous sur différentes raisons. Donc, on le fait régulièrement et c'est surtout dans ce que j'évoquais tout à l'heure et qui est pour nous très important, c'est en direction de la société civile via, évidemment, les médias. On a toujours avec nous des médias importants qui nous accompagnent et en particulier dans des débats publics, dans des colloques. Là, il nous arrive de faire ça avec des think tanks français, bien entendu. Il y en a 2 ou 3 avec qui on travaille assez régulièrement, mais aussi avec des instances qui sont à Londres ou dans les pays du Sud, de façon à rassembler nos forces, si je puis dire, pour mieux être efficaces. Donc, c'est un travail qu'on fait régulièrement. On a d'excellentes relations avec pas mal de nos collègues d'autres think tanks. Et j'insisterai sur un point quand même par rapport au débat tout à l'heure. La caractéristique de ces think tanks, pas tous, mais le nôtre et quelques autres, c'est que nous sommes absolument indépendants et que nous sommes en fait sur la base d'un statut juridique et l'association. L'association, oui. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, on est tous bénévoles, hein, c'est quand même un point important. Et on a les salariés, bien entendu, parce qu'il faut travailler au quotidien, mais ces salariés ne sont pas partie prenante du conseil d'administration du bureau de notre think tank. Je crois que c'est très important, cette idée d'indépendance, et elle est fondée aussi, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, sur un certain nombre de valeurs. Donc, on défend un certain nombre de valeurs qu'on croit importantes et justes dans ce climat qui, évidemment, implique que les questions financières sont parfois difficiles, parce que être indépendant, c'est donc aussi prendre le risque de ne pas avoir d'argent comme on le souhaiterait, et inversement. Mais pour mener à bien les études et les recherches nécessaires. On préfère cette fragilité plutôt que d'avoir des flots d'argent qui nous engloutiraient. L'idée est claire en tout cas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Chagnolot. Vous avez parlé justement de médias. Il faudrait que je souligne quand même que nous n'en ratons pas une des occasions pour mettre en lumière les travaux des think tanks, soit-il bien sûr priorité au Maroc, mais aussi africains comme le Timbuktu Institute et d'autres think tanks également, pour justement mettre en lumière les travaux très précieux qui sont fournis par ces institutions. En tout cas, cette émission a été dédiée au travail des think tanks. Ce ne sera certainement pas la dernière. Abdelatif Bendahan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je souhaite bon vent à Agrad, à ce groupe de réflexion, d'analyse diplomatique. Vous venez de fonder aux côtés d'anciens diplomates. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, madame. Merci à vous également, Mohamed Badili Atiwi. Merci infiniment pour cette invitation, madame. Merci, mais je réitère mes remerciements à Jean-Paul Chagnolot. Merci encore une fois d'avoir participé au débat. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.